Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis. Mais oui, on parle de l'actualité économique, mais l'actualité économique est commandée par le politique. Et hier soir, il y avait un débat qui a été vu par près de 16 millions de Français d'une manière générale. Vous l'avez sûrement regardé avec passion. Je l'ai écouté tout d'abord. Et puis ensuite, j'ai été voir quelques images parce qu'on se dit qu'il faut regarder aussi la gestuelle. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? C'était affligeant, quoi. D'ailleurs, j'ai titré ce matin Marine Le Pen, est-ce qu'on vote pour une farce, quoi, parce que j'ai pas eu l'impression qu'on était devant un débat de niveau présidentiel, deuxième tour. C'est-à-dire que c'était quelque chose, on fait ça quand on est en train de s'échauffer avant de rentrer. Elle n'a pas de statut, en fait. Non, et je trouve que ça doit questionner les 178 000 habitants de l'Outre-mer qui ont voté pour cette dame. Bon, Marine Le Pen a ses électeurs, son noyau dur, ok, mais on l'a dit, et je pense que c'est réel, beaucoup de gens ont rejoint en gros ses troupes parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils voient que leur situation ne s'améliore pas, voire se dégrade. Oui. Or là, est-ce que la colère peut justifier qu'on donne son vote à n'importe qui? Enfin, quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Oui. Vu que là, très concrètement, elle ne maîtrisait pas grand-chose. Et du coup, effectivement, quand on ne maîtrise pas grand-chose, on est forcé d'être dans l'agressivité. Donc, ce n'est pas un blanc-seing à M. Macron, mais c'est simplement de se dire, bon, attendez, il y a des choses à faire chez nous, certes, mais est-ce que c'est cette personne qui portera nos sujets? J'ai pas l'impression. Je crois qu'elle a perdu hier soir un bon nombre de ses soutiens. Elle s'est autodétruite, moi je dis. Oui. Elle s'est suicidée en direct. Elle s'est suicidée en direct. Oui. Parce que franchement, ce n'est pas... Elle était face à des réponses d'attaque, mais elle n'était pas face à des attaques. C'est elle qui a attaqué et c'est elle qui s'est mise dans cette situation assez incroyable, quoi. Elle n'a rien explicité sur l'économique, sur ses dossiers, sur l'Europe, sur la double monnaie, là où on l'attendait. Voilà. Et vous savez, moi, j'écoute et je regarde tout ça depuis un certain temps. Et depuis longtemps, je dis, avec le peu de gens que j'ai discuté, je disais, mais Marine Le Pen n'a pas envie de gouverner. Non. Elle fait des choses, mais tellement... Elle attaque les fonctionnaires, la police, elle vient de raviver une mémoire du Val-d'Iv qui était carrément apaisée. Enfin, je me dis, des choses comme ça, c'est pas de nature, c'est pas quelqu'un qui veut gagner qui fait ça. Donc en fait, moi je pense que ça a été la démonstration que le Front National, comme d'autres partis minoritaires, qui sont là en train de toujours, comme je dis, qui sont dans le pli du système, c'est-à-dire voilà, tu es bien au chaud dans le pli, tu as des fonds qui te tombent parce que tu es censé représenter une voix, mais tu ne construis rien en fait. Et pour moi c'est un vrai questionnement, parce que là je pense qu'il y a vraiment, c'était la démonstration qui a tromperie sur la marchandise, quoi. Et personne ne gagne à ça, personne. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui était ici juste avant vous, Xavier Cordoval, on parlait du soutien de poids obtenu par Macron, Barack Obama. Bah écoutez, c'est ce qui montre bien que la France est regardée dans le monde. En venant, j'écoutais qu'en Chine et au Japon, ils regardent ça comme si c'est quelque chose près de chez eux. Parce qu'en fait, pourquoi? Il faut bien comprendre, parce qu'en fait, la baisse de l'euro aura des répercussions sur les... Donc ça démontre encore... Voilà, ça démontre encore que nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation. Mondialisé. Et non seulement mondialisé, mais que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les frontières, c'est une utopie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on s'arme pour pouvoir tirer son épingle du jeu de ce monde en mutation, ou est-ce qu'on se rétrécit et qu'on dit que c'est forcément l'autre dont viennent les problèmes? Et moi, je pense que le Français, d'une manière générale, voire les ultramarins, nous sommes des gens qui avons l'habitude, de par nos géographies, d'être confrontés au monde extérieur. Attendez, c'est pas ça, quoi. Et par notre histoire aussi, d'ailleurs, depuis longtemps. Alors, on va revenir absolument à nos sujets. Juste une question, ça va mieux en Guyane? Écoutez, c'est pas reparti. Ce matin encore, le port était bloqué parce qu'en fait, il y a EDF et puis il y a des problèmes hospitaliers. Donc il y a une rencontre qui se tient d'ailleurs en ce moment entre l'ARS et comment ça s'appelle, ce centre. Mais bon, on n'est pas encore dans l'apaisement. On n'est pas encore dans la remise en route, surtout que ce sont les mêmes
qui ont signé l'accord qui se font grève dans notre secteur. Donc, quelque part, la situation n'est pas simple. La situation n'est... comment dire, la fusée est repartie. Enfin, il y a un tir qui doit avoir lieu, donc très bien. Mais enfin, les esprits ne sont pas encore suffisamment apaisés pour dire qu'on repart, pour se remettre au boulot, pour se retrousser les manches par rapport, vu que vous avez su que leur accord est paru au journal officiel, comme ça avait été annoncé, et que, en tout cas, certaines paroles très officielles disent que le prochain gouvernement va tenir ses engagements. Il va se pencher sérieusement sur la question. Donc ce qui veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Il y a maintenant ce qui a été obtenu, il faut se mettre en ordre de marche pour que ça devienne réel. Et là, pour l'instant, on est toujours dans des attitudes un peu... Dommage pour la Guyane. Voilà. Bon, ça va alors, absolument, on continue. Donc, nouvelle, comme je dis, pendant que tout ça se passe, les affaires continuent. Donc, un texte qui est paru au journal, enfin, un arrêté et un décret qui sont parus au journal officiel la semaine dernière, le 27, très important pour nous. Je vous en avais parlé en janvier, où je disais qu'il y avait une consultation par rapport, est-ce que nos VHU vont devenir des déchets, est-ce que ça va donner des obligations à ces constructeurs, notamment de gérer le stock. Et donc, effectivement, la semaine dernière sont parus ces deux textes qui actent que les constructeurs automobiles et les concessionnaires et tous ceux qui importent des voitures doivent se mettre en mouvement pour gérer le stock. C'est-à-dire enlever des VHU dans... 9000 ici. Oui, donc il faut le faire. Et là, moi, je trouve que pareil, on commence, c'est dans la responsabilité élargie des constructeurs et qu'il faut gérer ça. Pareil, les véhicules qui sont accidentés, ils doivent très concrètement être mis dans les casques et non plus se retrouver... Et ça, je trouve que ça fait partie des éléments qui peuvent changer notre paysage et c'est pas mal. Voilà. Donc, très important. Et puis, ça doit être mis en place avec les conseils régionaux et puis les associations environnementales. Donc, il faut que si jamais il y a quoi oublier, il faut que les associations se mettent en mouvement pour que ça devienne réel. Parce qu'il faut arrêter d'importer des trucs et puis après, on fait comme si on regarde ailleurs quand ça commence à faire des champignons. Le problème se pose pour aussi l'électroménager. Il y a déjà, il y a une filière qui s'est mise en place. Vous avez maintenant, je crois que c'est à Sainte-Rose, il y a un très gros centre voilà. Donc maintenant, c'est à nous aussi de devenir, enfin chacun. Non, mais le ramassage se pose quand même. Oui, parce que routes, on voit encore beaucoup de machines à laver. Absolument. Mais aujourd'hui, il y a un système organisé. Après, est-ce que les distributeurs, parce qu'ils sont censés, quand on va en racheter un, reprendre l'ancien, etc., est-ce que c'est fait? Pas toujours. Donc voilà, après c'est aussi le civisme de chacun, mais dans ce cas précis, la filière est en place. Et il y a 4 containers, je crois, qui viennent de la Martinique. Ça fonctionne comme ça en Martinique? C'est une filière Guadeloupe-Martinique? Voilà, et ce centre de Sainte-Rose traite les déchets de la Martinique. Et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est une mutualisation. Absolument, donc nous pouvons faire des bails ensemble, quoi. Mais bien sûr, la preuve. Alors, notre dossier du jour, c'est sur la filière cheval. Alors, vous savez qu'on aime les courses. Voilà, donc il y a un conseil du cheval qui est présidé par monsieur Jacques Inoc. Normalement, c'est un Guyanais qui doit prendre les rênes d'ici bientôt, là, en juin-juillet. Et donc, ils ont décidé, donc c'est une filière qui vivait tranquillement ses petites affaires, mais elle a voulu, à travers un observatoire du cheval, regarder son poids, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pèse et comment ça peut, à quel niveau ça contribue et comment ça peut aller plus loin. Effectivement, on découvre que la filière cheval aujourd'hui en Martinique-Guadeloupe-Guyane, c'est 11 millions de chiffre d'affaires. Alors, Français, quand vous parlez de la filière cheval, vous parlez des jeux. Il y a les jeux, il y a les centres équestres, il y a toutes les activités connexes et les courses. Voilà, il y a 4 grandes familles et c'est tout ça. Ça fait 11 millions et ça fait 117 entreprises qui emploient à peu près 600 personnes. Et cette filière a des zones de progrès assez intéressantes. Par exemple, au niveau des courses, il faut savoir qu'il y en a à peu près 180 tous les ans, et qu'il y a une moyenne de 1 million d'euros versés sur ces 180 courses, ce qui fait plus de 6 000 euros engagés par course. Donc, c'est pas rien. Oui. Par contre, il y a des choses qu'il faut investir. Par exemple, il y a un hippodrome qui, normalement, devrait sortir à Anse-Bertrand. Voilà. Il est en construction. Voilà, donc, pareil, on ne fait pas de trou
ici. Donc, c'est comme Martinique qui a une structure pour faire du trot. Et puis, il manque de jockeys. Oui. Pour courir, ils sont obligés de faire venir des jockeys, etc. Oui. Et puis, il n'y a pas de maréchal Ferrand, il n'y en a qu'un. Vétérinaire spécialisé, il n'y en a qu'un. Donc, il y a vraiment... Donc, il y a de la place. Et deux, il y a beaucoup de besoins. Non seulement là, j'ai parlé principalement des courses, mais pour toute l'activité, comment dire, écotourisme. Oui. Enfin, voilà, on dit... équin-tourisme, qu'ils appellent ça. Équitourisme. Il y a de la place. Faire du cheval sur des sentiers balisés, des choses comme ça. Exactement, c'est exceptionnel. Donc, voilà quelque chose qu'on a là. Donc, pour l'instant, du fait de parce que là, c'est une activité qui, comme le business se réduit, ils sont un peu en difficulté, notamment certains centres équestres. Donc, c'est une activité qui est là, qui vit par des passionnés, mais elle pourrait devenir un vrai relais économique si on en prend soin, si on l'organise. Donc c'est quand même intéressant. Dans une période de crise, on dit, bon, du reste, il faut faire. Il y a comme ça là des choses qui nous demandent. Faites du cheval. Exactement. Et puis un cheval, ça remplit plein de fonctions. Si vous avez des gens handicapés, ça peut les aider, des enfants, des machins. Voilà, c'est un animal qui a plein de qualités. Et on peut même en manger. On peut même manger. Donc, si vous voulez plus de... bon, moi, pas grave, les cheval. Si vous voulez plus de... Comment dire, de détails, sur interentreprises.com, vous pouvez retrouver l'interview que nous avons faite avec M. Nock, ainsi que l'ensemble des éléments chiffrés qui montrent bien qu'il y a un vrai sujet. Et là aussi, ça peut être un moyen de développement en interrégion extrêmement intéressant. Et puis, petite brève, depuis le 1er mai, donc, bon matin, quoi, si vous voulez faire, enfin, ceux qui ont un petit peu de terrain, 2500 mètres carrés, un lotissement, vous êtes obligé de prendre un architecte. Oui. Donc, voilà, c'est une nouvelle obligation qui vient de tomber. Désormais, tous les lotissements qui font plus de 2500 mètres carrés, ils sont obligés d'avoir un architecte pour pouvoir poser tout ça, lotir, etc. On ne peut plus faire ça sous feuille. Maintenant, c'est obligatoire. Et puis, deuxième chose, la Banque européenne d'investissement cherche à faire du business dans les îles. Donc, c'est une instance européenne qui a un peu de sous. Et donc, ils ont du coup créé une plateforme. Je ne suis que ça aux Antilles. Ils sont représentés par l'AFD. Enfin, voilà, ils travaillent beaucoup avec déjà tout ça, mais ils veulent intensifier leur action. Donc, ils ont créé une plateforme. Et sur cette plateforme, ils ont mis à disposition des experts qui peuvent gratuitement aider à monter les dossiers, enfin faire connaître les lignes budgétaires, aider à faire monter le dossier. Et, par exemple, Marie Galland a déposé un petit dossier. Donc ça fonctionne. Donc, alors, allez voir. Et vous parlez de banque. Est-ce que vous saviez à quelle banque était rattaché Teddy Riner? Vous vous souvenez? Oui, j'ai vu ça. Oui, c'était... Non, ils étaient rattachés au Crédit... à la BDAF. BDAF. Il a changé? Oui, Crédit Agricole. Alors, le transfert, je ne suis pas arrivée à savoir le montant. Mais en tout cas, effectivement, Teddy Riner a changé de banque. On va dire. Voilà, non, mais c'est le... Mais c'est quand même curieux, ce moment où la BDAF et le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne se sont rassemblés. Donc ça devait donner plus de puissance à ces deux groupes. Vous savez, à des moments, quand les gens sont en train de négocier et qu'ils veulent quelque chose, le Crédit Agricole a dû renchérir plus. Et M. Riner, comme tout le monde, c'est peut-être pas forcément lui, mais c'est... Voilà, si l'autre vient... Je pense que le contrat avec la CEPA, la BDAF, c'était la BDAF à l'époque, arrivé peut-être à son terme, ou en tout cas dans le cadre de la fusion, elle était peut-être pas repris tel, et donc on lui a fait une offre, il a dit banco. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une image, et cette image, on reste pas judoka toute sa vie. C'est une image de poids. C'est une image de poids, donc effectivement, il a changé. Désormais, on verra avec la Banque Verte. Tout à fait. Voilà. À la prochaine fois. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprises.